Bonjour, je suis le docteur Fliège, directeur pédagogique du CEPA, le Centre européen de psychologie clinique et de psychanalyse, et j'aimerais bien vous présenter aujourd'hui l'introduction au syndrome de destinée. Alors il s'agit là d'une catégorie symptomale à part, dans la mesure où ces symptômes se traduisent moins par des manifestations intrapsychiques comme la psychose, l'hystérie, l'obsession, la phobie, que par des fiascos répétés tout au long de l'existence du sujet concerné. Et nos investigations au sein du CEPA ont eu pour résultat justement d'illustrer l'importance de la symbolisation des premiers moments avec la mère, avec la fratrie et avec le père. Donc, en d'autres termes, cette symbolisation généralement n'est pas advenue et la coupure a été mal faite. Très souvent, les sujets sont dans une demande permanente d'autorisation, ils ont du mal à dire non à l'autre, ils tombent systématiquement sur des partenaires maltraitants, voire pervers. Leur itinéraire est parsemé d'échecs et de fiascos. Et j'aimerais passer à la partie un peu plus technique de cette investigation. Elle s'inscrit dans le premier volet de recherche du CEPA, intitulé La place de l'autre en psychanalyse, et elle a été réalisée en partenariat avec SOS Psy, dont les intervenants, tous psychologues, cliniciens et psychanalystes, ont mis à notre disposition les comptes rendus de plusieurs milliers de cures analytiques menées depuis 1998. Le destin est souvent identifié à la somme des incidents qui sillonnent le parcours de l'homme. Cependant, nous avons porté ici une attention toute particulière à la signification subjective de ces événements, dont la récurrence, la combinaison et l'enchaînement peuvent se montrer révélateurs d'un déterminisme inconscient. Une personne dite en bonne santé mentale est souvent loin d'imaginer les souffrances psychiques que connaissent certains de ses pairs, n'ayant jamais intégré l'impact inconscient de leur traumatisme précoce. J'insiste sur le terme de impact inconscient. Ce n'est pas le traumatisme en soi, c'est la façon dont le sujet le reçoit. Un tel individu, donc, entre guillemets, normal, un terme que je n'utilise pas beaucoup, en bonne santé mentale, si vous voulez, pourra s'estimer chanceux puisqu'il aura sans doute réussi à surmonter ou à refouler efficacement ces meurtrissures anciennes ainsi que les angoisses qu'ils ont pu susciter. Qu'elles ont pu susciter, je m'excuse. Une fois adulte, une telle personne aura du mal à se représenter la détresse morale que doivent endurer certains de ses semblables. Et il est très probable que n'ayant jamais eu affaire aux manifestations effroyables de l'inconscient, elle méconnaîtra foncièrement la nature et l'ampleur de la douleur psychique qui frappe ce type d'infortuné, entre guillemets. Et il y a fort à parier que, se réclamant du bon sens et agissant en toute bonne foi, elle n'hésitera pas à lui dispenser ses bons conseils tels qu'il t'appartient de prendre en main ton destin, il faut positiver, oublie le passé, c'est à toi seul de décider de ta vie et de ton bonheur, j'en passe et des meilleurs. On entrevoit aisément le préjudice qu'une personne mentalement équilibrée et bien intentionnée pourrait causer, certes à son insu, à quelqu'un qui se trouverait en plein désarroi et auquel on tiendrait ce genre de leçons.
À ce propos, j'aimerais indiquer d'ores et déjà que dans ma pratique clinique, je constate fréquemment que ce genre de recommandations censément judicieuses et procédant des meilleures intentions, loin de réconforter un sujet en grande difficulté psychique, ont pour conséquence de rajouter à ses tourments et de le culpabiliser, de l'exposer au risque de se sentir incompris, voire méprisé et bafoué. Alors, quant au diagnostic et au tableau clinique, bien que les syndromes de destinée comportent fréquemment une contrepartie névrotique, psychotique ou perverse, ils représentent une catégorie symptomale à part entière. Ces phénomènes se différencient des autres psychopathologies en ce qu'elles se manifestent moins de manière névrotique, psychotique ou perverse, intrapsychique, que sur le plan existentiel et relationnel, donc plus extrapsychique, notamment au travers de la répétition de fiascos et de revers tout au long de l'existence du sujet. D'ailleurs, l'un de mes patients me disait « À chaque carrefour de ma vie, j'ai pris la mauvaise décision ». Évidemment, la présence d'un syndrome de destinée n'empêche pas celle concomitante d'une névrose obsessionnelle ou hystérique, d'une phobie ou de troubles psychotiques. C'est pourquoi la notion de degré et celle de la relativité structurelle s'avèrent extrêmement pertinentes pour identifier et pour diagnostiquer un syndrome de destinée. Alors, quant aux travaux antérieurs, on peut citer le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, qui fut le premier à déceler, au-delà de certains parcours individuels truffés d'échecs et de fiascos répétés, une formation symptomale qu'il a désignée sous les dénominations de névrose de destinée, Schicksalsneurose en allemand, ou compulsion de destinée, Schicksalszwang, littéralement contrainte de destinée. S'il n'a jamais étayé sa vision sur l'étiologie de ces phénomènes, donc sur leur origine, il faut cependant noter que pour échafauder son édifice théorique et modéliser l'appareil psychique, il s'est constamment référé à la mythologie grecque où le destin se trouve assujetti à un ordre implacable, comme dans l'Oedipe dont la fin tragique est connue d'avance. J'aimerais aussi citer Gabriel Rubin, qui a émis l'hypothèse selon laquelle ce serait automatiquement que le masochisme de l'un exciterait le sadisme de l'autre. Cet autre fut-il, dans des circonstances plus habituelles, le moins sadique des êtres, dit-elle. D'après cet auteur, nous avons en nous toutes les pulsions, je la cite, tantôt à l'état latent, tantôt de façon manifeste. Une pulsion sadique, même très inhibée à l'état normal, peut être brusquement réactivée par le bêlement silencieux et inconscient d'un masochiste, tout comme la faim assoupie du tigre par le cri de la chèvre, qui appelle sa mort en croyant appeler au secours. Afin d'illustrer son propos, Gabriel Rubin s'appuie sur le cas du père Goriot de Balzac. Les péripéties ont été racontées par cet illustre auteur. Et le père Goriot voue un amour immodéré à ses filles, lesquelles le mènent à la mort par les tourments qu'elle lui inflige. Elle poursuit son argumentaire en évoquant ces paroles de Balzac qu'il fait prononcer à son héros, le père Goriot. « J'ai bien expié le péché de trop les aimer. Elles se sont bien vengées de mon affection, elles m'ont tenaillé comme des bourreaux. » Puis elle cite l'illustre écrivain Balzac, qui s'adresse au lecteur en ces termes. « Ce drame n'est ni une fiction, ni un roman. Il est si véritable que chacun peut en reconnaître les éléments chez soi,
dans son cœur peut-être. Gabriel Rubin reprend à son compte cette profession de foi du romancier, dont elle salue l'intention, l'intuition quant au rapport qui unirait nécessairement le trop de bonté et le sadisme. En la résumant par la formule « Nous sommes tous capables du pire ». Voilà son hypothèse. Dans son optique, la bonté poussée à l'extrême se colorerait de masochisme et s'agirait ici bel et bien de perversité. Pour illustrer la réversibilité de la perversion et de ses effets sur le cours du destin, elle cite le discours de Madame de Beauséant, un autre personnage du roman de Balzac. Plus froidement vous calculerez, plus avant vous irez. Frappez sans pitié, vous serez craint. N'acceptez les hommes et les femmes que comme des chevaux de poste que vous laisserez crever à chaque relais. Vous arriverez ainsi au fait de vos désirs. Mais si vous avez un sentiment vrai, cachez-le comme un trésor. Ne le laissez jamais transparaître ni soupçonner. Vous seriez perdu. Vous ne seriez plus le bourreau, vous deviendriez la victime. Si jamais vous aimiez, gardez bien le secret. Plus loin, Gabriel Rubin énonce l'une de ses convictions sous-jacente à son exégèse analytique du destin et qu'elle présente sous forme d'une certitude indiscutable. On sait les liens étroits qui unissent culpabilité et masochisme, dit-elle. Toutefois, l'ensemble des éléments empiriques dont nous disposons au CEPA semble démentir cette affirmation selon laquelle la culpabilité serait systématiquement liée à une posture masochique, c'est-à-dire soumise au principe de plaisir. En revanche, l'expérience clinique tend à illustrer que la culpabilité se révèle plutôt susceptible de déclencher une régression du sujet vers une place d'objet située au-delà du principe de plaisir et subordonnée au désir de l'autre. Les assertions de cette chercheuse, Madame Rubin, reposent sur le postulat de la persistance chez tout un chacun de pulsions sadiques ou masochiques, toujours réversibles et qui ne seraient pas résorbées par le fantasme. Or, selon mes observations cliniques, les pulsions sadiques sont habituellement métabolisées et sublimées grâce à la construction fantasmatique. Et ce n'est que dans les cas pathologiques d'une perversion avérée qu'elles exigent une satisfaction dans le réel par le biais du passage à l'acte. A l'inverse, force est de constater que si l'acting out pulsionnel suppose une défaillance, fût-elle passagère, de la métaphore paternelle, il correspond le plus souvent à l'actualisation d'une conjoncture perverse. Donc, l'acting out, oui, relève de la perversion. Et cette conjoncture, on la décèle régulièrement chez les criminels, les grands manipulateurs et autres sociopathes. On peut conclure de ce qui précède que les positions de Gabriel Rubin se révèlent incompatibles avec les acquis psychanalytiques quant à la nature des structures psychiques et qu'elles ne sont étayées par aucune démonstration clinique. Par conséquent, je suis amené à réfuter ces thèses auxquelles elles semblent conférer une valeur axiomatique et qui stipulent la présence constante et universelle chez l'être humain d'une perversion latente. Enfin, en référence aux premiers résultats de cette recherche, je suis parvenu à la conclusion que ce n'est pas la pulsion qui est réversible, mais le fantasme, lequel permet au sujet justement de se séparer de l'objet et il se constitue en incorporant en lui les résidus pulsionnels, l'objet petit a. Alors, j'ai fait quelques réflexions complémentaires sur l'hypothèse de perversion.
Alors, comme nous venons de le voir, Gabriel Rubin n'hésite pas à assimiler le déclenchement des syndromes de destinée à l'actualisation d'une structure perverse. Il nous semble s'agir là, sinon d'une profonde méprise quant à l'organisation de l'inconscient, du moins d'une supposition, certes commode et fort répandue, mais n'étant pas validée par les données cliniques, quant aux défaillances topiques et qui se situent à l'origine de ce type de symptômes. En effet, les éléments empiriques semblent établir que les phénomènes de destinée liés à la compulsion de répétition ne correspondent que très exceptionnellement aux manifestations d'une perversion confirmée. Comme on sait, l'acting out pervers procède plutôt de la quête inconsciente d'un type particulier de jouissance qu'on pourrait désigner de pseudo-jouissance phallique, régie essentiellement par le principe de plaisir. Du reste, par comparaison à la redoutable efficacité défensive des mécanismes pervers, les solutions palliatives ici étudiées s'avèrent inopérantes pour épargner au sujet la survenue itérative de défaites cinglantes tout au long de son existence. Et pour le prémunir aussi contre les effets pathogènes de sa subordination à la demande de l'autre. Enfin, le versant défensif des pathologies de destinée, obéissant moins à une logique sadique ou masochistique qu'à des procédés imaginaires censés faire barrage à l'éruption d'angoisses archaïques, des procédés tels que l'idéalisation, et n'empêchant guère l'apparition d'importantes douleurs psychiques, ne saurait être réduit à l'expression d'un passage à l'acte pervers. Ainsi, rien ne permet d'affirmer que ces symptomatologies correspondent à une tentative de s'identifier à l'objet, comme c'est le cas dans la perversion, comme pour le subjuguer dans le sadisme, ou s'en laisser dominer, le masochisme, et de s'octroyer une mainmise sur la jouissance de l'autre dans le but de s'aménager un semblant de place de sujet, ce qui correspondrait précisément à l'un des principaux mécanismes à l'œuvre dans la perversion. Alors, quant à la psychanalyse hors les murs que nous appliquons pour soigner ces sujets souvent en grande détresse et en grande marginalité sociale, alors, on peut dire que la psychanalyse hors les murs a été inventée par Sándor Ferenczi et elle a été remaniée par SOS Psy pour l'adapter à certaines spécificités de problématiques psychopathologiques contemporaines. Ce procédé, qui est toujours considéré comme peu orthodoxe, se révèle d'une grande pertinence thérapeutique, notamment auprès de personnes présentant des symptômes tels que ceux ici explorés. L'analyste est alors convié à mener les cures in situ, c'est-à-dire au domicile ou là où se trouve le patient, et à se rendre auprès des sujets, que ce soit à leur domicile, dans des squats, dans la rue, etc. Il est amené à se déplacer loin de son cabinet et de tout dispositif institutionnel, afin de rencontrer ces personnes souvent en grande vulnérabilité et en dérive, tantôt dans des repères éphémères, tantôt dans un ailleurs impersonnel, ce qui n'est pas sans poser de questions quant aux implications collectives de l'exclusion sociale. Donc il ne s'agit pas ici de tout psychologiser et d'excuser, de déresponsabiliser la collectivité et le système social. Pour nous, il s'agit d'élaborer des agencements thérapeutiques nouveaux en des lieux privés ou publics et dont le choix semble faire écho au repli et ou au déracinement de ces sujets vivant en marge de la société. D'ailleurs, nombre de ces patients se voient catalogués sous l'étiquette des sans emploi, sans attache, sans domicile fixe, sans papier, etc.
Il n'est pas rare qu'on les qualifie de parasites et qu'on les range dans la catégorie des antros, des tuables ou uccidibiles en italien, selon l'expression consacrée du philosophe italien Giorgio d'Angabén. Alors, leur problématique symptomale, dont le pivot relève d'un vacillement des assises moïques, se cristallise en des lieux où se rencontrent loi psychique et loi sociale, droit et non-droit. Bien qu'ils ne présentent que rarement des traits psychotiques, les coordonnées de leur position subjective paraissent souvent sur le point de se désagréger, d'autant plus que toutes leurs tentatives d'identification, individuelle ou sociale, semblent vouées à l'échec. Ne pouvant s'appuyer sur aucun repère symbolique fiable, ces sujets paraissent craindre pour leur santé mentale dès lors qu'ils se voient confrontés à un objet d'attache potentiel avec lequel ils pourraient entretenir une relation durable. En rupture avec la communauté humaine, ils s'emploient à se prémunir contre toute éventualité d'un lien stable avec autrui, lequel leur apparaît comme une menace pour leur fragile équilibre psychique. D'après le bilan de notre expérience clinique, c'est souvent le cadre analytique et la régularité des séances qui permettent de mettre un terme à leur errance, confinée à un espace intrapsychique et ou se traduisant par une itinérance physique et concrète, et qui leur offre une première possibilité d'enracinement. Alors, j'aimerais aborder les thèmes de la fascination et de l'énamoration. L'énamoration, c'est un néologisme créé par Jacques Lacan et qui télescope les deux mots haine et amour. Selon les thèses de Mélanie Klein, Donald Winnicott, Françoise Dolto et Jacques Lacan, la fonction maternelle consiste tout d'abord à différencier à l'attention de l'enfant les registres du sexuel et du maternel. Par ailleurs, en nous appuyant sur nos propres observations cliniques, nous émettons l'hypothèse que l'ambivalence constitutive de la position maternelle risque, à défaut d'être métaphorisée pour et par l'enfant, de devenir pathogène pour ce dernier, pour l'enfant. Or, notre approche psychanalytique des syndromes de destinée ne vise pas à effacer l'ambivalence, mais à en identifier le statut topique et les répercussions symptomales afin d'amener le sujet à l'intégrer symboliquement. À partir des éléments empiriques permettant de procéder à des déductions sur le fonctionnement du noyau fusionnel, donc de cet espace symbiotique avec la mère, nous essaierons de retracer ici les processus psychiques sous-tendant les points de vue respectifs de la mère et de l'enfant. L'expérience clinique montre que le premier mécanisme de défense à l'encontre de l'ambivalence maternelle relève de la haine qui est à situer d'abord du côté de la mère. Or, la haine peut, selon son degré de métaphorisation au sein de la relation mère-enfant, soit évoluer vers l'amour maternel, soit persister telle qu'elle et devenir mortifère pour le petit homme. Elle peut prendre de multiples formes, de la volonté d'emprise à la violence physique ou psychologique et de la maltraitance à l'abandon. À cet endroit, il convient de noter que les données cliniques tendent à démontrer que l'idée d'un amour maternel univoque, c'est-à-dire dénué de toute ambiguïté, occulte la complexité des phénomènes psychiques actualisés par la maternité. Une telle conception, supposant un caractère harmonieux et homogène des sentiments maternels, nous semble plus souvent tenir du mythe. Du reste, dans les cas cliniquement attestés où la mère s'efforce de dénier l'équivoque lié à sa position, elle aura tendance à accéder indistinctement à toutes les demandes de sa progéniture, qu'elle croira alors totalement satisfaite, confondant ainsi besoin et désir.
En contrepartie, elle escomptera être comblée par l'enfant qui, en raison de la réciprocité spécifique à cet espace relationnel précoce, s'empressera de répondre à son attente. Dans cette configuration-là, et en l'absence d'intervention tierce, paternelle, l'enfant aura toute chance de perpétuer sa propension à vouloir exaucer le vœu de la mère et de ce fait stagner dans le désir maternel. Quant aux mères qui restent figées dans l'animosité originaire envers l'enfant, les résultats de cette enquête nous ont permis d'inférer qu'elles présentent fréquemment un rapport problématique à la castration, donc à la limite, se manifestant par une incapacité au deuil et par le refus de la perte, indiquant ici qu'en ce cas de figure, la mère semble interdire à l'instance tierce, donc la fonction paternelle, d'opérer la coupure, laquelle est la condition sine qua non pour l'enfant d'accéder à sa place de sujet. En référence à Winnicott, dont les théories ont été largement corroborées par la clinique de l'enfance, nous partons du postulat que la haine représente le premier mécanisme de défense du petit homme, en ce qu'elle lui permet de poser une limite à l'emprise maternelle. En appliquant aux objectifs de cette recherche les thèses winnicottiennes à propos de la constitution du self, donc le soi, nous sommes amenés à supposer qu'une mère suffisamment bonne ne serait pas débordée par ses angoisses face aux sollicitations de l'enfant. Elle se montrerait capable de faire face à ces demandes, de les accueillir avec bienveillance et de les rendre symbolisables. Dans cette optique, une articulation suffisamment bonne, c'est-à-dire assujettie à la castration symbolique, à la loi du père, entre amour et haine, n'est pas sans comporter d'importants corollaires structurels. Car la haine, à condition d'être éprouvée et dispensée avec mesure, et dans une proportion supportable pour l'enfant, est susceptible de pondérer les effets potentiellement dévastateurs d'un amour maternel trop envahissant. La possibilité instaurée par la mère de symboliser l'ambivalence psycho-affective de la relation mère-enfant apparaît comme indispensable à ce qu'on appelle communément la subjectivation, c'est-à-dire le fait de devenir sujet, de trouver sa place de sujet. Mais, étant donné que nous tenons à différencier le sujet de sa structure, nous préférons le définir comme l'accession à la position subjective. Quand la posture de la mère ne répond pas à ces critères fondamentaux, ce n'est pas seulement elle qui est submergée d'angoisse, mais aussi l'enfant. Celui-ci, exposé à un excès de matériaux imaginaires et réels, dépourvu, réel étant pulsionnel ici, dépourvu du soutien régulateur de l'autre, du grand autre, lui permettant de métaphoriser son vécu pulsionnel, se voit alors privé du socle maternel primordial et demeure figé dans le cycle spéculaire, donc spéculaire l'adjectif du miroir, le cycle duel, si vous voulez, de la fascination et de l'énamoration. Dès lors, on assiste fréquemment à la survenue massive de manifestations défensives, d'allure dichotomique chez l'enfant, qui se met alors tour à tour et de façon excessive à idéaliser et à détester la figure maternelle. La concomitance de la fascination et de l'énamoration remplit pourtant une fonction essentielle à la survie psychique du petit, en l'occurrence celle de palliatif imaginaire à la défaillance de la fonction maternelle. Dans ce champ relationnel archaïque, fonctionnant en vase clos, où les protagonistes fusionnent et où l'amour et la haine se confondent, les processus psychiques qui s'y produisent ont toute chance d'évoluer sur un mode pathologique.
Par ailleurs, la prééminence de la haine nécessairement réciproque dans les rapports originaires entre la mère et sa descendance peut sérieusement compromettre le développement des facultés infantiles à symboliser des affects ambivalents. Enfin, si l'on doit souligner le rôle décisif d'une parole maternelle apaisante, il faut aussi insister sur l'importance capitale de la continuité de celle-là, de cette parole, à l'égard de la structuration du psychisme naissant de l'enfant. Si la mère est constamment interrompue par des hospitalisations, des déplacements, ou que sa fiabilité soit remise en question, dépression, alcoolisation, médication, etc., l'enfant connaîtra des difficultés à élaborer la haine, laquelle persistera telle qu'elle, lestée de réel, donc de matériaux pulsionnels. Rappelons que le réel en psychanalyse est considéré jusqu'à ce jour comme inaccessible au symbolique par l'écrasante majorité des cliniciens. Se revendiquant généralement de Jacques Lacan, et notamment à son séminaire 3, les psychoses, il se retranche derrière cette posture dogmatique afin de légitimer leur démission face aux défis que pose la métaphorisation de matériaux réels. On peut dire, nous, les cliniciens du CEPA, sommes aussi lacaniens, mais nous nous permettons parfois de critiquer certaines de ces postures. Quant à la mère, elle doit ici affronter une double perte, celle de l'enfant in utero et celle de l'enfant à peine né. Lorsqu'elle ne parvient pas à faire ces deuils successifs et qu'elle échoue à établir un compromis entre fantasme et réalité, elle ne pourra construire de lien avec cet enfant dans tous ses états. D'ailleurs, d'après les rapports de SOS Psy, relatant des interventions sur des lieux de crime, beaucoup parmi les maltraitances infantiles auxquelles se livrent certaines mères correspondraient à un acting out de leur fantasme meurtrier à l'endroit de leur progéniture. Et c'est au processus inconscient sous-jacent à ce type de passage à l'acte que peut s'appliquer fort à propos la célèbre formule de Lacan qui dit « Ce qui n'est pas venu au jour du symbolique apparaît dans le réel ». Pour instruire ce qui se joue ici du côté de la mère, nous nous proposons d'interroger plus avant certaines révélations particulièrement instructives de nos patients, puis les indices provenant de notre propre vécu contre-transférentiel, donc notre éprouvé face à nos patients, quant à la manière dont les sujets